Aujourd'hui, dans Mythbusters, Adam et Jamie testent deux histoires inflammables venues de Hollywood. On va brûler au nom de la science. Si une traînée d'essence prend feu et que la flamme parvient jusqu'à la voiture, l'explosion est-elle inévitable? Ne te rapproche pas. Peut-on éteindre une traînée de poudre à canon en flammes? Sinon, le baril explosera-t-il? Allez mon petit, ne t'éteins pas. Va jusqu'au bout. De leur côté, Grant, Carrie et Tori se penchent sur deux nouveaux mythes relatifs aux défibrillateurs. Peut-on avoir le soutien-gorge brûlé à cause d'un électrochoc? Un piercing bien placé risque-t-il de faire des étincelles? Qui sont les Mythbusters? Je suis super content. Adam Savage C'est l'heure de la science. et Jamie Heineman. C'était magnifique. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Ça saigne. En avant! À leur côté, Grant Imahara, Ne me laisse pas tomber. Tori Belleci Dites bonjour à mon pote. et Carrie Byron. Des explosifs et de l'électricité. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Une traînée d'essence peut-elle vous faire exploser quand vous prenez la fuite? Encore un truc de film d'action? Oui, imagine la scène. Tu as le dessus sur le méchant au cours d'un combat. Au moment où tu vas l'achever d'une balle, il saute dans sa voiture et s'enfuit. Mais pan! Tu touches au réservoir d'essence qui se met à fuir. Ah oui, j'adore. Comme par hasard, j'ai un briquet dans ma poche, je l'allume et je le jette sur la traînée d'essence. La flamme rattrape la voiture, elle explose et le méchant meurt, c'est ça? Exactement. C'est ça qu'on va faire. C'est un cliché de film d'action. Le héros doit stopper la fuite du grand méchant. Ne vous arrêtez pas à l'apparence de notre héros, tout le reste est conforme au scénario. Un tir bien placé dans le réservoir, une traînée d'essence, une allumette nonchalamment jetée à terre, et enfin, la juste punition cinématographique qui frappe le fugitif. Dans ce cas, comme dans tant d'autres, le cinéma réécrit-il les lois de la physique? Comment on va faire? Tu vas me tirer dessus alors que je fuis? On garde ça pour la fin. Je pense qu'il faut commencer simplement. Tester les différents types de carburant, voir à quelle vitesse ils se consument. Très bien. La méthode de base consiste à déterminer à quelle vitesse le carburant brûle en allant de A à B. A priori, il n'y a aucun risque. On va simplement répandre du carburant par terre, l'allumer et voir en combien de temps il va d'un point à un autre. 3 types de carburants vont être testés lors de cette première expérience. L'essence, le diesel et le kérosène sont ceux qui ont le plus de chances de figurer dans un film d'action. On commence par l'essence. Adam répand une traînée de 2 mètres de long sur une plaque de métal plane. C'est parti. 1 seconde 7 pour parcourir 2 mètres. C'était rapide. Même en ajoutant de plus en plus d'essence au fil des tests, Adam obtient des temps à peu près constants. 1 seconde 5. Toujours 1 seconde et demie. C'est le même temps, quelle que soit la quantité d'essence utilisée. On obtient toujours le même chrono avec l'essence, autour de 1 seconde 6. Parfois 1 seconde 5. Ça se joue à peu. La vitesse est la même, qu'on verse un peu d'essence ou beaucoup. Du coup, je pense qu'on peut transposer ça en km/h et s'en servir comme valeur de référence. Ça fait 50 cm par seconde, soit 5,1 km/h. C'est une bonne vitesse de marche. Passons aux autres carburants. Le diesel. Ça ne s'enflamme pas. Non. Adam a beau y aller franchement avec le chalumeau, ça ne s'enflamme toujours pas. C'est dur à allumer. Ça s'allume seulement quand il y a de la vapeur. Incroyable. Le diesel ne s'allume pas comme l'essence. Apparemment, c'est conçu pour prendre feu dans certaines circonstances. Quand on le répand par terre et qu'on approche une flamme, ça ne donne rien. On passe au kérosène. 3, 2, 1. Comme le diesel, le kérosène refuse de s'enflammer et de filer sur la piste. Ça ne brûle pas. Ça ressemble beaucoup au diesel. Les flics arrivent. On range et on se tire. D'accord.
Pendant que Adam s'explique avec la police, Jamie nous donne le pourquoi du comment. Si le diesel et le kérosène ne prennent pas feu au sol, c'est parce qu'il n'y a pas de friction avec l'air. Il faut qu'il y ait un mélange, une vapeur, pour que ça s'enflamme. La conclusion s'impose. Sur les 3 carburants que nous avons testés, l'essence est de loin le plus volatile. Si j'étais un truand et que je voulais faire exploser une voiture en enflammant la traînée de carburant qui fuit, j'aurais intérêt à ce que ce soit une bagnole à essence plutôt qu'au diesel ou au kérosène. Grâce à sa capacité à produire des traînées enflammées, l'essence sera le carburant testé. Quelle est la suite des opérations? Pour la scène mythique en question, il faut un réservoir d'essence troué par un tir de pistolet. Pour déterminer à quelle vitesse l'essence s'écoule d'un tel trou, Frank Tabor nous a préparé un bel arsenal. Je peux tirer? Je peux? Allez, je peux? Vas-y. Génial! Le réservoir d'essence est en position au bout du champ de tir de fortune. Adam et Jamie veulent savoir la taille d'un trou de balle de calibre 22. Et de calibre 44. Le trou de calibre 22 fait 6 mm, celui de 44, 15 mm. C'est ça. Faire des trous, ce n'était que la première partie de l'expérience. Maintenant, on veut savoir à quelle vitesse l'essence s'écoulera de ce trou. J'ai ici un flacon d'1 litre. Je vais recueillir le carburant là-dedans et compter combien il faut de secondes pour obtenir exactement 1 litre. Ça me donnera la vitesse d'écoulement en litres par minute. Un peu plus de 3 litres par minute. Les résultats sont assez clairs. Une balle de calibre 22 produit un trou de 6 mm de diamètre, d'où l'essence coule à 3,5 litres par minute. Une balle de calibre 44 fait un impact de 15 mm de diamètre, avec une vitesse d'écoulement de 7,5 litres par minute. Adam et Jamie connaissent maintenant avec précision la vitesse d'écoulement d'un réservoir troué et la vitesse d'embrasement d'une traînée d'essence. C'est quand même assez risqué de tirer sur le réservoir d'une voiture. Adam construit donc un réservoir spécial qu'il accrochera à l'arrière d'un vieux pick-up. Je vais accrocher ce réservoir à l'arrière du pick-up, en plaçant une plaque d'acier entre les deux. Ça me permettra de tenter de mettre le feu à une traînée d'essence qui s'échappe du réservoir. Et s'il explose, le conducteur du véhicule ne risquera rien. Adam et Jamie sont prêts. Ça va chauffer. Les défibrillateurs peuvent-ils tuer? Prêt? On dégage. C'est ton défibrillateur? Oui. On a déjà testé ça. Oui, mais des téléspectateurs de choc nous ont demandé d'enquêter sur des mythes leur tenant à cœur. De choc, hacker. C'est bon, on a pigé. La dernière fois qu'ils ont dit On dégage. Grant a construit son défibrillateur maison. Ensuite, les Mythbusters ont démontré qu'il n'y avait aucun risque d'explosion avec les patchs médicaux à la nitroglycérine. Quel est le programme? Soutien-gorge et piercing au mamelon. Détraqué. Explique-toi mieux. Le patient qui a besoin d'un électrochoc porte un soutien-gorge avec une armature en métal ou a des piercings au mamelon. Le défibrillateur forme un arc électrique à cause du métal, et c'est la brûlure. Aïe. C'est déjà une tuile d'avoir un arrêt cardiaque, alors en plus finir brûlé. On va bien voir. Les téléspectateurs ont 2 gros soucis sur le cœur. Tout d'abord, les Mythbusters vont tenter de savoir si le soutien-gorge d'une patiente peut s'enflammer lors d'une opération médicale d'urgence ou s'il n'y a aucun risque. Grâce au torse en gel balistique et au défibrillateur maison de la dernière fois, notre intrépide trio veut en avoir le cœur net. L'appareil de Grant ne ressemble peut-être pas aux instruments perfectionnés qu'on voit à la télé, mais il est conçu pour produire exactement le même effet. L'équipement et le patient sont là. Il ne manque plus qu'un soutien-gorge 105A. Qui fait cette taille? Apparemment, mon physique est proche de celui du mannequin. C'est moi qui m'y colle pour aller acheter un soutif. Ma famille va encore être fière. Ne fais pas ta fille, Tori. Grant l'accompagne, juste pour s'amuser un peu. Quelle horreur! Ça ne reflète pas ma personnalité. Je voudrais une autre couleur. Le gros problème, ce n'est pas la couleur, mais la taille. Il ne faut pas que ça pénètre le gel balistique. Il faudra prendre un peu plus grand et... On verra bien. C'est aussi chelou que je le pense. Encore plus que tu ne le penses.
Ça, c'est sûr. C'est également certain qu'on ne va pas s'arrêter là. Salut les mecs. J'arrive pas à l'enfiler. Après une demi-heure d'essai pas vraiment transformé, T'as besoin d'aide, ma grande? Non, c'est bon. J'ai pris le pli. notre couple mal assorti prend une décision. Joli, j'aime bien. Magnifique, oui. Classe. C'est le bon. Tori laisse son côté féminin s'exprimer et trouve enfin un soutien-gorge qui lui va. À l'atelier, Carrie prépare le patient, mais elle meurt d'envie de savoir ce qui s'est passé dans la boutique de lingerie. T'as pas enlevé ton t-shirt, j'espère? Mais non, t'es folle. On va voir si les armatures sont conductrices. T'as le défibrillateur? Oui, c'est bon. Prêt à charger. Imaginez la scène. Votre cœur s'est arrêté. On fait le maximum, 360 joules. C'est parti. Les urgentistes placent leur défibrillateur maison à base de palettes de barbecue dans la position recommandée et s'apprêtent à envoyer l'électrochoc salvateur. 3, 2, 1. On dégage. Rien. On lui a peut-être sauvé la vie, mais on n'a pas brûlé son soutif. Rien n'a pris feu. Le mythe du soutien-gorge enflammé est-il déclaré bidon? Pour que les meilleures conditions soient réunies, on va ouvrir un peu le soutien-gorge et voir ce qui se passe quand le métal ressort. D'accord. Peut-être que c'est un soutif un peu usé. Et que l'armature Ressort. ressort. Deuxième essai, avec des conditions un peu plus improbables, mais quand même envisageables. 3, 2, 1. On dégage. Il y a une étincelle. On a une brûlure. Il y a eu des étincelles. La pauvre patiente a eu un coup de chaud. Si les palettes sont mal placées et comportent un soutien-gorge un peu usé, avec l'armature métallique à nu, on risque d'être brûlé à la poitrine. Le soutien-gorge n'a pas pris feu, comme dans certaines versions qu'on m'a racontées. Mais il y a une brûlure cutanée indéniable. Pour moi, c'est plausible. Ce mythe est plausible. Depuis le début des années 1900, c'est courant de voir des traînées d'essence prendre feu dans les films. Tout héros de film d'action digne de ce nom a un jour mis le feu de cette manière au véhicule de ses adversaires. Jamie et Adam tentent de remonter la piste de cette fable enflammée. Ils ont réussi à déterminer qu'on peut faire brûler des lignes d'essence continues. Ils connaissent également la quantité et la vitesse d'écoulement du carburant. Un peu plus de 3 litres par minute. Ils sont maintenant à la base d'Alameda pour passer aux choses sérieuses. Il fait sombre ici. On devrait faire un feu. Ici, c'est parfait. Le sol est fermé hermétiquement, il n'y a pas de vent. C'est idéal pour faire des expériences. Les pompiers ont dit qu'on pouvait mettre un peu le feu à de l'essence. Nickel. Grâce à son sol protégé et à son isolation, cet espace convient parfaitement au mythe. Oh non! Allez, on se met au boulot. Et ça ne fait que commencer. Maintenant, place à une invention ingénieuse de Jamie. On sait ce que fait l'essence quand on dessine une ligne par terre et qu'on allume. Mais on ne sait pas ce qui se passe si le carburant coule d'un véhicule en mouvement. Comme d'habitude, on va commencer petit pour avoir une idée. C'est pour ça que j'ai inventé ce véhicule, le petit pyromane. Plus simplement, il s'agit d'un incendie potentiel télécommandé sur roue. C'est parfait. Tu le fais rouler et je l'allume quand il passe? D'accord. Avec une bouteille remplie d'essence à son bord, le petit pyromane est prêt à partir. Extincteur, je suis prêt. Jamie va simuler un réservoir qui fuit en tournant le jet vers le bas. Prêt? Ouais.
Le petit pyromane s'élance, laissant une belle traînée d'essence derrière lui. Adam se fait une joie de l'allumer. Ce bidule est le jouet télécommandé le plus cool que j'ai jamais vu, bien qu'il soit très dangereux. N'essayez pas ça chez vous. Ne prenez pas votre voiture télécommandée et de l'essence, vous risquez de mourir ou de faire cramer la maison. C'est la voiture télécommandée la plus cool au monde! On a des extincteurs, des secours et on est bien équipé. Pas vous. N'essayez pas ça chez vous. C'est vrai. Laissez les experts s'occuper de ce mythe, à moins que vous préfériez expliquer à vos parents que vous venez de faire brûler la maison. C'était génial. C'était une expérience très instructive. Maintenant, on est bien renseigné. On voulait savoir si on pouvait laisser une traînée d'essence continue à partir d'un véhicule en mouvement. Et la réponse est oui. Apparemment, on n'a pas besoin de beaucoup d'essence. Je pense qu'on peut passer au test à taille réelle. On a toutes les données dont on a besoin, même si Jamie s'amuse encore beaucoup à enflammer des objets. On passe donc aux expériences à taille réelle. Pour cela, il faut le grand frère du pyromane. Voici l'incendiaire! C'est un pick-up avec un réservoir d'essence qui fuit à l'arrière. Il y a peu de chances pour que votre concessionnaire en ait un. Voici l'appareil breveté Mythbuster pour contrôler l'essence depuis le siège du conducteur. Pas de système compliqué avec des valves. C'est une corde. On tire dessus. Le tuyau se lève au-dessus du niveau de l'essence. On relâche, ça fuit, c'est enfantin. Système D sauce Mythbuster, c'est aussi utile pour les inventions domestiques qui font gagner du temps. Je m'en sers à chaque fois que je vais aux toilettes. J'ai fini. Adam et Jamie sont déjà bien renseignés sur ce mythe. Ils savent déjà qu'une traînée d'essence brûle comme au cinéma. Dans le réservoir, il y a des trous causés par des balles de calibre 44 et 22. Enfin, ils ont vu à échelle réduite la traînée ininterrompue laissée par un véhicule en mouvement. Je suis le ninja du feu! Adam est plein d'enthousiasme. Aïe. Et de courbatures. Notre but est seulement de déterminer s'il s'écoule assez d'essence derrière les impacts de calibre 22 et 44 pour que le feu arrive à suivre. C'est bien ça? Et aussi à quelle vitesse il se déplacera. Je suivrai tes instructions, tu me diras si je dois ralentir ou accélérer. Voilà. Très bien. On commence par une vitesse de 8 km/h, une allure assez rapide puisqu'apparemment l'essence se déplace à 5-6 km/h. Jamie joue le rôle du truand en fuite dont le réservoir d'essence s'est pris une balle de calibre 22. On va brûler au nom de la science. Allons-y. Adam joue le rôle du héros qui enflamme la traînée de carburant que Jamie laisse derrière lui. Quand t'es prêt, fais couler l'essence et démarre. Jamie le maléfique prend la fuite. J'allume l'essence. Tu peux ralentir, Jamie. Ça va plutôt lentement. Pas la peine de se presser. Ça se déplace très lentement. Ça ne ressemble pas aux traînées de feu très rapides qu'on voit dans les films. C'est bon, arrête-toi. J'ai été obligé de freiner. Je n'accélérais presque pas. Je me laissais porter en freinant de temps en temps. En poussant une voiture, on peut aller plus vite que l'essence. On peut dire ça. Est-ce que ça veut dire que ce mythe est déjà bidon? Ou est-ce que la balle de calibre 44 va changer la donne? D'après ce qu'on a constaté dans les premiers tests, la quantité d'essence n'influe pas tellement sur sa vitesse. Comme on va faire une expérience à une plus large échelle, on va en avoir le cœur net. Mais ça m'étonnerait que ce soit très différent de ce qu'on a constaté. Jamie se met en branle à la vitesse modeste de 8 km/h, parvenant sans peine à rester à distance de la traînée enflammée. Pas mal du tout, Jamie. Ça reste à la même vitesse que toi, à 3 mètres derrière. Tout d'un coup, Adam perd sa concentration et oublie d'avertir Jamie que les flammes gagnent du terrain. Accélère, accélère! Lève le tuyau. Tout se passait bien jusqu'à ce que les flammes commencent à me rattraper. Adam m'a dit d'aller plus vite, mais c'était trop tard. La flamme a atteint le réservoir. Elle aurait pu le faire exploser. Comme l'aiguille de son compteur de vitesse frôlait le 0, Jamie ne sait pas à combien il allait. En tout cas, on dirait qu'une piste fraîche se consume plus rapidement.
Un deuxième test visant à le prouver tourne court. Jamie est cerné. Je vais devoir arrêter. Il ne faut pas que je croise. Pour citer les Ghostbusters, il ne faut jamais croiser les effluves. Ça pue ici. On attend que la fumée se dissipe. Ma première impression, c'est que le test avec le trou de calibre 44 a été très instructif. En particulier, on a pu voir que la flamme allait plus vite quand elle était proche de la source, c'est-à-dire du réservoir. Rappelez-vous, ce n'est pas le liquide qui brûle, mais la vapeur qui se trouve au-dessus. Si la vapeur a le temps de disparaître, ce n'est pas très conducteur. Mais plus on est près de la source, plus cela va vite. C'est assez logique. Pas mal pour des conditions optimales. C'est ça. Un sol impeccable, pas de vent, un terrain plat et lisse. Pour le test suivant, il faut aller à l'extérieur. Tu as raison, on reviendra ce soir. D'accord. 3, 2... Grant, Carrie et Tori ont brûlé leur soutien-gorge. Ils ont prouvé qu'il était plausible qu'un sous-vêtement à armature métallique occasionne de la surchauffe. Maintenant, ils se penchent sur un autre mythe ayant trait au défibrillateur. Cette fois, c'est une personne qui a des piercings au mamelon qui se prend un électrochoc. Comme ils sont en métal, il est possible qu'un arc électrique se forme entre les piercings et les palettes pendant l'électrochoc. Le mannequin en gel balistique traverse une phase rebelle. Il veut énerver sa maman. Je suis sûr qu'on ne fait pas comme ça. Voilà, une petite haltère. C'est un peu chelou. Tu trouves? Bon, ça ira. La machine est bien huilée. Notre trio de sauveteurs très peu qualifiés prépare le patient et lui administre la décharge. On dégage? Comme dans l'expérience avec le soutien-gorge, lorsque les palettes sont dans la position recommandée, il n'y a pas l'ombre d'une étincelle. Sauf que cette fois, ils savent exactement comment obtenir l'effet désiré. Ils injectent 40 fois le voltage d'une prise domestique dans un objet en métal placé dans le mamelon gauche du patient. Le courant passe, il n'y a pas de doute là-dessus. Test de défibrillation avec piercing quand les palettes sont ridiculement près du piercing. 3, 2, 1, on dégage? Joli. C'était bien. Le bout du piercing est noir, entouré par un accro qui a arraché le revêtement du piercing. Je pense que c'est suffisant pour brûler quelqu'un. Si ça fait fondre un revêtement en métal, ça peut brûler quelqu'un. C'est sûr. Les téléspectateurs auraient-ils raison? Ce mythe est-il aussi plausible? Qu'est-ce qu'on conclut? Bonne question. Il y a des brûlures à cause des arcs électriques causés par les palettes. Oui, mais c'est quand elles sont presque collées. Lors d'une vraie défibrillation, ça ne pourrait jamais arriver. Il faut aussi que le métal de l'armature soit à nu. Les médecins savent qu'il faut enlever tout objet susceptible de gêner. On dit que c'est plausible? Oui, mais totalement improbable. Presque impossible. Encore un mythe plausible. Adam et Jamie ont déjà testé des mythes sur les traînées d'essence enflammées. Dans l'épisode spécial Hollywood, ils ont écrasé du pied la vieille légende prétendant qu'on peut mettre le feu à une flaque d'essence en jetant une cigarette à terre. Je la roule dans l'essence et rien ne se passe. Cette fois-ci, ils essaient de déterminer si la traînée allumée par G.I. Jamie peut faire exploser le réservoir d'une voiture en fuite. Pour le savoir avec certitude, ils retournent à la piste d'Alameda. C'est parfait. Le soleil se couche, le vent se calme, ce sont de parfaites conditions réelles. Autre détail important, comme il fera bientôt nuit, les flammes seront bien visibles. On va commencer par faire un test de référence. On va percer le réservoir avec une balle de 44 et on va observer la traînée d'essence derrière le véhicule en mouvement. Souvenez-vous que les tests précédents ont eu lieu sur un sol égalisé, protégé des éléments. Cette expérience consiste simplement à vérifier si la traînée brûle sans interruption, comme en intérieur. Je ne vois rien derrière moi. Je te fais entièrement confiance pour guider mes mouvements. Si la flamme se rapproche trop de toi, je te dirai d'abord de lever le jet. D'accord. C'est bon? Ça ira.
Jamie baisse le tuyau, ce qui provoque l'écoulement du carburant. C'est parti. Adam ajoute l'étincelle. Accélère, accélère. Très bien, tu vas assez vite. C'est bon. Pour un test de référence, ça s'est très bien passé. Jamie est allé à une vitesse raisonnable et les traînées d'essence derrière lui ont brûlé de façon continue. Ce qui m'intéressait cette fois-ci, ce n'était pas de savoir si la traînée d'essence allait rattraper Jamie, mais si elle allait brûler en une seule ligne continue. Pour un test de référence, je suis satisfait. Peut-être, mais jusqu'ici, c'est bien lent. Jusqu'ici, j'ai conduit si lentement que ça n'est même pas apparu sur le compteur de vitesse. Pour la prochaine expérience, je vais monter à 30 km/h avant la ligne de départ. À ce moment-là, je baisserai le tuyau pour répandre l'essence. À mon avis, la traînée sera si fine qu'elle ne restera pas allumée très longtemps. Ça se dirige encore vers lui. Oh, ça s'éteint. Cela veut dire que le fugitif est tranquille. C'était intéressant. Tu as été irréprochable. L'essence a coulé entre les deux séries de cônes. Quand j'ai mis le feu au carburant, ça a brûlé un peu plus longtemps que je ne l'aurais pensé, sur presque 30 mètres. Après, la flamme s'est éteinte. Le gaz s'était évaporé. La ligne était trop fine. Ça ne pouvait plus brûler. 30 km/h, ce n'est pas très rapide. C'est beaucoup moins rapide que dans une poursuite de voiture, comme au cinéma. Au-dessus de 30 km/h, ça risque d'être encore moins concluant. C'est mal parti. Plutôt. Si le truand est lancé à une vitesse raisonnable, la traînée s'éteindra tout simplement. Même si la fin semble proche, Adam et Jamie ne veulent pas encore abandonner. Après tout, il y a deux parties distinctes dans ce mythe. Même si nous avons prouvé qu'il était très improbable qu'une ligne d'essence en feu atteigne le réservoir, il faut qu'on voit ce qui se passe si jamais ça se produit. On enlève le tuyau en caoutchouc et on se contente d'un trou dans le réservoir. On va laisser le feu se propager jusque-là. Jamie va avancer très lentement pour que l'essence ou le feu n'atteigne pas l'avant du camion, derrière la plaque de métal. Bien protégé par sa combinaison, Adam enflamme la flaque d'essence. Jamie avance tout doucement et laisse la flamme le rattraper. Ça atteint le réservoir. Ça brûle toujours, mais ça n'explose pas. Ne te rapproche pas. Ça continue à brûler, mais ça ne se rapproche pas des pneus. Ne relâche pas ta garde. T'inquiète. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Dans tous les films, avec une balle de flingue ou une clope, on fait exploser un réservoir d'essence. C'est quasi automatique. Là, de l'essence a coulé du réservoir pendant 6 ou 7 bonnes minutes. Le vent a commencé à souffler sur l'essence et l'incendie. Les flammes sont parvenues sous le réservoir et l'ont chauffé. Ça a agi sur l'air situé à l'intérieur et l'essence a jailli de la fuite avec force. Les flammes se sont tellement intensifiées qu'elles ont englouti une caméra. J'ai alors décidé d'éteindre le feu. La caméra! Il faut éteindre le feu! La caméra a eu très chaud, mais elle a tenu le coup et a filmé la scène. Voilà le problème. Dément! Et maintenant? On va retourner affronter notre vieil ennemi, le mélange air-essence. Il faudrait déterminer avec précision la limite d'explosivité par tous les moyens nécessaires. On ouvre les bouchons du haut, on injecte de l'air, de l'essence, on refait l'expérience, mais on n'allume pas sans avoir un instrument indiquant qu'on est à la bonne limite d'explosivité. Cette fois, éloigne la caméra. T'en fais pas. Pour obtenir une grosse explosion bien hollywoodienne, Adam et Jamie ouvrent plusieurs bouchons situés sur le réservoir. À quoi servent-ils exactement? L'air et la vapeur d'essence doivent être bien proportionnés dans un réservoir.
Lorsqu'il y a de la vapeur d'essence, il faut qu'il y ait suffisamment d'air dans ce qu'on appelle la limite d'explosivité. Un tel espace confiné est idéal pour le déclenchement d'une explosion. Pour connaître le fameux rapport air-essence, Adam et Jamie utilisent un détecteur de gaz portable. Ça fluctue entre 4 et 4,5. Parfait. On est pile dans la bonne tranche. Génial. Allez, on le fait. Grâce à l'ajout d'air, le mélange est parfait. Les Mythbusters vont enfin savoir Vas-y! si les explosions spectaculaires qu'on voit au cinéma sont fondées sur les lois de la physique Attention, pas trop près. ou sur des fantasmes de scénaristes. Stop! L'intérieur du réservoir brûle. Hélas, la détonation tant attendue ne vient pas. La situation est assez simple. Nous étions à 5%, la fenêtre exacte qu'on cherchait. L'expérience s'est bien passée, mais il n'y a pas eu d'explosion. Malgré cela, soyons clairs. Si ma bagnole crame, je me casse en courant. Il faut simplement reconnaître que la représentation des explosions de réservoirs au cinéma est totalement erronée. Pas d'explosion! C'est un résultat net. Qu'est-ce qu'on conclut pour ce mythe? La flamme a remonté la traînée d'essence au fur et à mesure et elle est même allée jusqu'au réservoir. Oui, mais si lentement qu'elle n'aurait jamais rattrapé une voiture en mouvement. Même en poussant la voiture, on peut distancer le feu. Et une fois qu'il s'est propagé au réservoir, pas d'explosion. Bidon, sans hésitation. Bidon. La traînée d'essence est éteinte, mais notre duo n'en a pas encore fini avec cette histoire. J'aimerais enchaîner avec un mythe explosif un peu voisin, toujours en rapport avec le cinéma. C'est quoi? C'est une situation qu'on a souvent vue dans les westerns, avec de la poudre à canon. Le méchant de l'histoire répand une traînée de poudre à l'aide d'un baril et l'allume, mais le héros déboule et éteint la flamme avant qu'elle atteigne le baril. C'est ça? T'es télépathe, ma parole. C'est pile ça. C'est reparti pour un tour. Ce mythe remonte à bien longtemps, à une époque où il y avait des cow-boys et de la poudre à canon dans les séquences d'action, plutôt que des voitures et de l'essence. Une traînée de poudre enflammée se dirige vers un baril de poudre. Si on ne l'arrête pas, c'est la catastrophe. Heureusement, notre héros devance la flamme et arrête la traînée d'un coup de botte. Dans l'atelier, les Mythbusters commencent par déterminer ce qui se passerait dans la réalité. Je n'y crois pas. Je ne suis pas confiant dans le principe de base. Un cow-boy qui a le temps de courir après une ligne de poudre noire enflammée et de l'éteindre. Je pense que la poudre noire se consume trop vite. À chaque fois qu'on en utilise dans cette émission, on constate qu'elle est très rapide. Adam pense que c'est comme la traînée d'essence en feu, un effet spécial de plus. À mon avis, ça ne va pas faire chut, ça va faire boum. On verra bien. Pour l'instant, on enlève le côté boum. On se concentre sur le chut. L'adulte responsable d'aujourd'hui, c'est le pyrotechnicien Rob Klott. Il a du matériel pour faire des boums. Ça, c'est de la poudre noire. On peut en trouver dans la plupart des armureries. Cela correspond à peu près à ce qui existait à l'époque du Far West. On en a utilisé pour notre mousquet datant de la guerre de sécession. C'est idéal pour les expériences qu'on va faire. Il commence petit, une traînée d'environ 1 mètre. C'est très bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est juste pour voir ce que ça fait. Une première impression, quoi. Adam a pris toutes les précautions de sécurité nécessaires. C'est un briquet qui se déclenche à distance. Il y a un chalumeau avec du butane attaché par 2 courroies à un tuyau en aluminium. Ça permet de se tenir à distance des flammes et d'allumer en étant loin de l'explosion. Tout le monde est prêt? C'est parti. C'est un peu trop rapide. Dès le début, il paraît improbable qu'on puisse rattraper et dépasser une traînée de poudre enflammée. La poudre noire est conçue pour se consumer très rapidement. Quand elle est placée dans une arme à feu, elle détonne très vite. Quand on la pose par terre, elle brûle également très vite.
Je m'attendais exactement à ça. D'ailleurs, sur la boîte, il y a marqué... C'est-à-dire le bruit que la poudre a fait quand on l'a allumée. C'est logique. On fait quoi maintenant? Il faut trouver une méthode plus efficace de répandre la poudre. Une traînée plus continue, mais moins fournie. Jamie s'inspire d'une vieille poire à poudre pour concocter une méthode. Maintenant, on va pouvoir connaître la vitesse de combustion d'un mètre de poudre. T'as vu ça? C'était très réussi. Beaucoup plus lent, avec un long... Ça allait à la vitesse d'un promeneur. Tout à fait. Même avec des expériences à très petite échelle, on s'aperçoit de nos erreurs. Je pensais qu'en enflammant de la poudre noire, on verrait un mouvement très rapide. En fait, ça brûle à peu près à la même vitesse que dans les westerns. Je commence à me dire qu'avec une traînée de poudre de 6 mètres de long, par exemple, avec un baril au bout, je pourrais très bien dépasser la flamme et couper la traînée en quelques secondes pour empêcher l'explosion. Je pense que j'y arriverai facilement. Si tu veux essayer, on va sur le champ de tir faire ça pour de vrai. Ok. Allons-y. Ah, le champ de tir. La deuxième maison de Jamie et Adam. Nous revoilà sur le champ de tir. Eh oui. Comme d'habitude, leur hôte impeccable est le sergent J.D. Nelson. Il se charge de leur éviter des séjours à l'hôpital. Le champ de tir est notre endroit favori, parce qu'on peut faire péter des trucs. Mais c'est un peu rocailleux et terreux. On aimerait bien voir la poudre noire. On va installer une piste de danse pour danser avec la poudre. On va faire ça avec une vingtaine de planches de contreplaqué ou de carton qu'on va aligner sur 25-30 mètres de long. Ça devrait largement suffire pour nos tests. Et voilà, une piste de danse. Mon carnet de balles est vide. Allons-y! Adam a pour mission de couper la traînée de poudre enflammée avant qu'elle n'atteigne ceci. Pour des raisons de sécurité, on ne va pas placer de poudre là-dedans. Ce n'est pas encore aujourd'hui qu'Adam va exploser. En effet, pour éviter toute mauvaise surprise, le baril sera vide. Mais au bout de la ligne de poudre noire de 25 mètres de long, Adam ne peut pas s'empêcher d'en rajouter. Qui commence? J'aimerais y aller en premier, ça te va? D'accord. L'idée, c'est que l'humanité fait fausse route. Je suis le seul à voir que cette traînée de poudre est en feu. Et je dois la piétiner avant qu'elle n'explose. 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas dur de la dépasser. Et voilà. Je l'ai arrêté. Bravo. Allume ici. C'est une bonne vitesse de marche. Et c'est la fin. Boum. C'est vraiment très marrant. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça va moins vite que je l'aurais pensé. Je n'ai pas eu de problème pour dépasser la flamme et couper la traînée avant le moment fatidique. Tu veux essayer ou t'estimes que c'est bouclé? Je veux bien essayer, mais je vais laisser un peu d'avance à la flamme avant de tenter de l'éteindre. Ça marche. Enfile ça, petit pied. Si Jamie a des pieds aussi petits, c'est parce qu'il s'est échappé de la Chine communiste dans les années 40, déguisé en femme et avec les pieds bandés. Ils n'ont jamais retrouvé leur taille normale. Prêt à sprinter contre la poudre. Tu veux bien répandre la poudre, Adam? Je vais me détendre en attendant que tu l'allumes. J'ai une bonne vue. Jamie prend cette course de façon très nonchalante. Deuxième test avec le baril de poudre. Papy Heinemann est en lice. C'est parti. Très détendu, Jamie laisse une bonne avance à la flamme. Évidemment, il pense que sa seule mission sera de la rattraper à temps. Ça brûle encore. Ouais. Pourquoi tu m'as poussé, ahuri? C'était plus marrant.
On voulait savoir si on peut aller plus vite qu'une traînée de poudre en feu et la couper avant qu'elle ne fasse exploser un baril de poudre. Eh bien, c'est possible. On l'a fait. C'est plutôt facile. On peut aller plus vite qu'une traînée de poudre enflammée. Voici enfin un mythe cinématographique confirmé. Mais cela ne s'arrête pas là. Toute la vérité n'a pas encore éclaté. Malgré quelques obstacles inattendus, Jamie est convaincu que l'on peut rattraper une traînée de poudre à canon enflammée et l'éteindre. Cela dit, Adam et lui n'ont pas encore atteint leur quota d'explosion. Maintenant, il faut déterminer ce qui se passerait en cas d'échec. Si quelqu'un vous barre le passage, vous pousse, est-ce que le baril explose? Est-ce que la poudre peut remonter jusque-là? Est-ce qu'on va avoir une grosse explosion? On voit souvent ça dans les dessins animés. On met le feu à une traînée de poudre à canon qui remonte jusqu'au baril et boum! Dans la réalité, est-ce qu'il exploserait vraiment ou est-ce que la flamme s'éteindrait au bout de la traînée? Tu peux brancher. Pour le savoir, ils vont devoir allumer la poudre à distance. Nos deux génies ont le matériel adéquat. C'est un transformateur néon de 20 000 volts. La résistance électrique de l'air est d'environ 10 000 volts par centimètre. Ce qui veut dire qu'il me suffit de placer les deux extrémités de ce transfo à 2 cm l'un de l'autre pour obtenir un arc électrique. C'est idéal pour mettre le feu à la poudre. Nickel. Regardez Adam et Jamie, on dirait des enfants de 5 ans le matin de Noël. N'essayez pas ça non plus chez vous. Ils remplissent le baril avec de la poudre et tracent une ligne explosive. Dès que ça arrive ici, boum! Enfin, en théorie. C'est une théorie qu'il faut vérifier au plus vite. En plus, comme le vent se lève, ils risquent de répandre la poudre noire aux 4 coins du champ de tir. C'est parti! Vite au bunker. Je lance le compte à rebours quand tu es prêt. Je suis prêt. 3, 2, 1. C'est parti! T'as vu ça? La poudre se consume. Comme dans les films, la traînée se dirige rapidement vers sa destination. Allez mon petit, ne t'éteins pas! Va jusqu'au bout! Un baril plein de boum. Vas-y! Et... C'était incroyable! Notre meilleure explosion! C'est vrai! C'était énorme. Ouais! Ça a mis du temps pour arriver là-bas, comme je le pressentais. Génial! S'il n'y a plus de risque, allons voir. Voici enfin un cliché de cinéma et de dessin animé conforme à ce qu'on voit sur l'écran. Que se passe-t-il quand on met le feu à une traînée de poudre et qu'elle atteint un baril de poudre? Exactement ce qu'on peut penser, ça explose. Ils se sont dilatés. T'as vu les marques de brûlure dedans? Oui, les 2 couvercles ont été arrachés, les parties les plus fragiles. Si vous connaissez un peu cette émission, vous savez que j'ai 2 modèles dans la vie. Les héros de films d'action et les personnages de dessins animés. Cette explosion a pleinement satisfait les 2 facettes de ma personnalité. Je proclame que c'est mon explosion favorite de toute l'histoire de Mythbuster. Qu'est-ce qu'on conclut? Bien, reprenons la liste. Le mythe disant qu'on peut dépasser une traînée de poudre enflammée et la couper avant qu'elle ne provoque une énorme explosion. Parfaitement plausible. Si cette traînée enflammée parvient jusqu'à un baril de poudre, est-ce qu'il explose? Absolument plausible. Je suis d'accord, c'est plausible. On a fait du bon boulot aujourd'hui. On rentre. D'accord. Si vous avez un adversaire vieux jeu, vous pourrez contrecarrer ses plans. Mythe plausible. Adaptation de Samuel Bréant avec les voix de Pauline Larieux, Philippe Hubert, Benoît Révillon, Pierre Alam et Luc Terrier.